De la Terre qui serait plate, à l'homme qui n'aurait jamais marché sur la Lune, en passant par les Illuminati, les théories du complot sont diverses et variées, avec des plus ou moins connues et plus ou moins crédibles. Et comme dans chaque domaine, la musique n'est pas épargnée par ces théories. T'en as sans doute déjà vu, ou passé certaines. Tupac n'est pas mort mais il se cache à Cuba, Michael Jackson est aussi en vie et prépare un film, ou plus récemment, que Drake aurait tué XXXTentacion. Bon, on va pas te parler de toutes celles-là parce qu'elles sont déjà bien trop connues, ça sert à rien de les déterrer une énième fois sur YouTube. Non, aujourd'hui on se penche sur des théories moins répandues, mais qui restent tout aussi folles. Certaines nous ont fait rire, d'autres nous ont retourné le cerveau. On te laisse découvrir tout ça et nous donner la tienne en commentaire, on sait jamais si jamais on fait une deuxième partie. Et avant qu'on commence, vous pouvez vous abonner si vous regardez régulièrement les vidéos et que vous l'avez pas encore fait. On vise les 100K cette année, c'est énorme, mais avec vous on peut le faire. Merci à tous ceux qui le feront. Et sans plus attendre, on peut partir sur la première théorie. On commence cette vidéo avec un retour en 2007. Le producteur de musique Rob Fusari contacte une jeune femme de 18 ans qui le bluffe pour son âge. Entre sa voix et son personnage, elle a l'aura d'une future star. Cette chanteuse, c'est Lina Morgana, de son vrai nom Alina Mikhailovna Karagluyeva. Rob et Lina travaillent ensemble pour développer son personnage. Il est basé sur l'originalité naturelle de l'artiste. Le but, comme pour tout producteur, c'est d'accompagner un artiste susceptible de percer dans l'industrie. C'est comme ça qu'il travaille bien son esthétique, qu'il soit musical ou même visuel. Comme le disent les médias de l'époque, Lina affichait un look très affirmé. Perruque, sous-vêtements en latex et talons démesurés à l'appui. Grâce à son talent et son originalité, Lina signe un contrat long terme avec Universal en 2007. Cette année-là, c'est aussi une rencontre charnière pour la chanteuse, qui fait la rencontre de Stefani Germanotta. C'est une chanteuse émergente qui est aussi produite par Rob Fusari. Pour l'instant, elle est tapie dans l'ombre et prépare son premier album. Et son nom de scène, tu l'avais peut-être déjà derrière ton écran, c'est Lady Gaga. Bref, les deux deviennent amis et travaillent ensemble sur différents morceaux. Et c'est surtout Lina qui a le plus de buzz en 2007. Mais tout change en août 2008, quand Lady Gaga sort son premier album, The Fame. Elle explose aux yeux du monde avec des énormes hits qui tournent partout. Là où Lina était plus connue qu'elle un an auparavant, avec The Fame, Lady Gaga passe bien devant elle. Mais peut-être que Lina allait la rejoindre au sommet quand elle sortira son premier album. Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Lina Morgana est retrouvée morte à New York le 4 octobre 2008, après une chute de son hôtel. Le rapport de la police est clair, c'est un suicide. Sauf que pour la mère de Lina, c'est tout bonnement impossible que sa fille soit passée à l'acte. Ça ne lui ressemblait juste pas du tout. Suite à cette tragédie, elle va faire une déclaration qui va faire retentir l'alarme de tous les complotistes. Lady Gaga retient l'âme de Lina, et je veux qu'elle soit enfin libre. Lina avait ce style, Gaga était très différente, et tout à coup, elle s'est métamorphosée. Et c'est pas le seul proche de la chanteuse qui s'est exprimé sur cette similitude, puisque l'ex-petite amie de Lina a aussi confirmé la ressemblance entre elle et Lina lorsqu'il a vu le premier clip de Gaga. C'était le même look, la même musique, la même voix. Je me suis demandé si c'était Lina, c'était vraiment choquant, comme si je voyais son fantôme. Lorsque toutes ces informations sont sorties, Lady Gaga avait fait supprimer du forum de son site tous les messages faisant allusion à l'influence de Lina sur son travail. Et il en fallait pas plus pour alimenter une théorie, Lady Gaga aurait fait tuer Lina Morgana pour prendre son identité. Ainsi, elle aurait totalement volé son style sans qu'elle ne puisse rien dire ni percer à son tour. Ça a aussi parlé de sacrifice en l'échange de la gloire, enfin bref. Toujours plus avec eux. Bon, pour le coup, il y a une théorie beaucoup plus probable. Lina sortait avec un homme violent et après une dispute et en plein désespoir, elle se serait suicidée en sautant du haut de son hôtel. Il y a aussi une autre hypothèse, appuyée par le clip Paparazzi de Gaga, qui blâme cet homme en disant qu'il l'aurait poussé dans le vide, puisque dans la vidéo, on voit la star se faire défenestrer par un amant. Comment parler de théorie du complot dans la musique sans parler de clones et de remplacements? Il y en a vraiment beaucoup, donc on a décidé d'en évoquer 3. Et on commence tout de suite avec l'un des trappeurs les plus influents d'Atlanta, Gucci Mane. Depuis sa sortie de prison en 2016, Gucci aurait été remplacé par un clone. Bon alors d'où vient cette rumeur et quelles sont les preuves? En 2013, Gucci Mane est arrêté et condamné à près de 3 ans de prison pour possession illégale d'armes. Au moment de son incarcération, c'est pas la personne avec le meilleur train de vie. Entre sa dépendance à la drogue, notamment la lean, son comportement impulsif, ses insultes envers les rappeurs et des fans sur Twitter, ou encore sa prise de poids avec un look négligé et un mode de vie chaotique, Gucci Mane est un personnage à part entière. Puis en 2016, il sort de prison et ce Gucci Mane n'existe plus.
Et c'est là que naît la rumeur. Gucci Mane aurait été remplacé par un clone créé par le gouvernement ou une organisation secrète. Bon, quelles sont les preuves avancées? Il a complètement changé physiquement. Avant la prison, il était en surpoids avec une bonne grosse bidoche et un visage gonflé à cause de la drogue. Après la prison, il est méga fit, avec des abdos sculptés, un visage aminci et une démarche plus confiante. Certains fans ont comparé ses tatouages et jurent qu'ils ne sont pas identiques, et même qu'ils auraient disparu. Bon, pour le coup, ça c'est vraiment pas compliqué à débunk. En prison, il a arrêté la drogue, il a commencé le sport et il a adopté une alimentation saine. Pour les tatouages, il y a quelque chose qui s'appelle tout simplement le laser, et ça fonctionne plutôt bien si t'as de l'argent. Bon allez, quoi d'autre comme argument? Son comportement est radicalement différent. Avant la prison, Gucci Mane était violent, impulsif, incontrôlable, insultait d'autres rappeurs et était constamment impliqué dans des altercations. Après la prison, il devient calme, posé, mature, prônant même un mode de vie positif et sain. Bon, je pense que passer 3 ans en prison, ça peut transformer un homme, c'est littéralement le but. En plus, Gucci a confirmé que sa nouvelle attitude était due à sa sobriété et que ce sont les drogues qui avaient beaucoup influencé son comportement du passé. Sa voix et son flow auraient changé. Certains fans trouvent que sa voix est plus claire et plus posée qu'avant. Son flow est plus articulé, moins chaotique qu'à l'époque où il était sous l'influence de drogue. Pour le coup, sa voix peut évoluer naturellement avec l'âge, avec un mode de vie plus sain et un changement de style musical, et surtout, nous on trouve pas qu'il y ait une différence dans sa voix. La dernière preuve, c'est que Boosie avait dit dans une interview que ce n'était pas le vrai Gucci Mane. On sait tous que c'est un clone. C'est une info qui avait fait le tour des médias et qui avait fait monter cette théorie. Sauf que la source, c'était un site satirique. Donc c'était une fake news, Boosie n'a jamais dit ça. So you never said Gucci Mane? Nah, man. I ain't seen Gucci since he been home. For real? Finalement, on dirait bel et bien qu'il n'y a qu'un seul Gucci. Mais peut-être qu'il y a plusieurs Eminem. Du moins, c'est ce que cette théorie datant de 2013 veut nous faire croire. Et les bases de celle-ci reposent sur un événement clé. En 2006, Eminem disparaît presque totalement des radars pendant plusieurs mois. Son ami de longue date, Proof, est assassiné en avril 2006, ce qui plonge Eminem dans une profonde dépression. Il arrête la musique, prend du poids et lutte contre une addiction aux médicaments. Il fait même une overdose qui lui sera presque fatale en 2007. Pour certains, cette période de traversée du désert cache en réalité ni plus ni moins que sa mort. Suivi par son remplacement par un clone. Bon, encore une fois, quelles sont les preuves avancées par les complotistes? Cette fois-ci, c'est surtout l'aspect physique qui est mis en cause. Les fans les plus sceptiques remarquent un changement frappant dans l'apparence d'Eminem entre 2004-2006 et 2009, l'année de son retour. Pour eux, avant 2006, Eminem avait un visage plus rond, des traits marqués et un regard perçant. Après 2009, son visage est plus allongé, sa mâchoire semble plus fine et ses yeux paraissent différents. Certains soulignent même que ses oreilles ont une forme légèrement différente, ce qui selon eux prouve qu'il s'agit d'une autre personne. C'est très léger comme preuve. La forme du visage, c'est surtout qu'il a perdu beaucoup de poids après avoir arrêté la drogue, et il y a aussi la vieillesse qui modifie un petit peu. Aussi, certains fans affirment que la voix d'Eminem a changé après 2006. Ils disent qu'avant 2006, son flow était plus agressif, plus saccadé, et ses paroles étaient souvent teintées d'humour noir. Alors qu'après 2009, sa voix semble plus aiguë, son flow a changé, et ses paroles sont devenues plus sombres et introspectives. Il a juste vieilli, perdu un de ses meilleurs potes, et failli mourir. Donc, normal que ses textes puissent changer. Il y a aussi certains moments bizarres dans ses apparitions télévisées qui ont été utilisés comme preuve. Il semble être comme déconnecté, absent. Ça a dit que son clone buguait alors qu'il essayait juste d'être drôle, je pense. Taylor Swift serait la réincarnation d'une grande prêtresse satanique. Le titre il est intriguant, hein, et c'est pour ça que entre guillemets elle est un peu connue celle-là. C'est du putaclic, hein, clairement. Et ouais, il l'affirme, Taylor Swift serait la réincarnation de Zina LaVey, la fille du fondateur de l'église de Satan. Pour certains complotistes, ça saute aux yeux, la ressemblance est telle entre la chanteuse et Zina LaVey que ça ne peut être que la même personne. Voilà, ça c'est la preuve irréfutable, c'est qu'elles se ressemblent. Alors oui, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, mais voilà, ça reste assez léger. Bref, cette théorie, elle est aussi portée par le fait que Taylor Swift a été accusée de faire des rituels sataniques pendant ses shows et d'utiliser des symboles occultes dans ses clips. Ils ajoutent à ça que son ascension fulgurante dans l'industrie ne peut être que le résultat d'un pacte. Et ouais, tout ça. Sauf qu'il y a un léger souci dans cette théorie, hein, vraiment 2 fois rien, c'est que Zina LaVey, elle est encore en vie. Donc tu t'imagines bien que par conséquent, c'est difficile que Taylor Swift en soit la réincarnation, puisque par définition, il faut qu'il y ait un mort dans l'histoire. Bon, suite à ce paradoxe, les personnes brillantes qui pensent que Taylor Swift est Zina pensent en fait que c'est un clone de Zina. Évidemment, cette rumeur est remontée aux oreilles de Zina LaVey, qui en avait juste marre qu'on lui dise ça, comme elle est encore en vie. Donc voilà, on voulait la mettre dans cette vidéo, celle-là, parce que c'est vraiment la plus probable. Bon, pas du tout, mais par contre la prochaine est certainement la plus crédible de cette vidéo.
Eazy-E est l'un des pionniers du gangsta rap avec son groupe NWA, aux côtés de Dr. Dre ou Ice Cube. Bon, pour la faire court, dans les années 90, c'est l'un des rappeurs les plus connus de la planète. Il perd la vie en mars 1995, à seulement 30 ans, des suites du VIH. Seulement, les circonstances de son infection et de sa mort ont donné lieu à des théories du complot qui incriminent une grosse autre big tête du rap. Le 24 février 1995, Eazy-E est admis à l'hôpital à cause d'une violente toux. Il pense souffrir d'une pneumonie ou d'une maladie bénigne, mais le résultat est bien plus terrible. Il est porteur du VIH, du sida. Son état se détériore très rapidement, on parle là de quelques jours. Il annonce sa maladie le 15 mars dans un communiqué officiel et décède seulement 11 jours plus tard, le 26 mars. Ce décès si soudain, littéralement en l'espace d'un mois, va alimenter les théories du complot. Et ce parce qu'une personne porteuse du VIH, s'il est traité à temps, peut avoir une espérance de vie quasi identique à une personne qui ne l'a pas. Plusieurs de ses proches ne croient pas les versions officielles, car jusqu'en mars, pour eux, il était totalement normal. Aucun changement physique n'avait été identifié, il n'était pas plus faible que d'habitude. Et le premier point troublant dans cette histoire, c'est qu'aucune des femmes avec qui il a eu des enfants, il en a 11 au total, et même les autres femmes avec qui il n'en a pas eu, n'ont déclaré avoir la maladie. Ce qui rend le tout un peu bizarre, parce que s'il décède dans quelques jours, ça veut dire qu'il l'a depuis vraiment peut-être une dizaine d'années. Donc qu'aucune femme ne l'ait contracté, ça fait parler en fait. L'une des théories qui émerge lorsqu'on parle de la mort de Eazy-E, c'est qu'il aurait été tué par le diable, le surnom d'un certain Suge Knight. Suge, c'est lui qui avait convaincu Dr. Dre de quitter le groupe NWA pour créer Death Row avec lui. Il avait tabassé et menacé Eazy-E ainsi que son manager afin de rompre le contrat de Dr. Dre pour le laisser partir. Ensuite, Eazy-E aurait porté plainte et tout ça aurait créé un bif avec Dr. Dre. Sauf que par la suite, les relations se sont apaisées et il y a eu des rumeurs d'une reformation du légendaire NWA. Voyant tout ça d'un mauvais œil, Suge aurait injecté le sida à Eazy-E afin de s'en débarrasser et de garder Dr. Dre avec lui. Et cette théorie, c'est Suge lui-même qui l'a alimentée en faisant une déclaration assez glaçante en direct à la télé. Technology is so high, right? Right. So if you shoot somebody, you go to jail forever. So the kids, you don't want to go to jail forever, right? So Right. they got this new thing out there. People sell them all the time. They got this stuff they call, they get blood from somebody with AIDS, Yeah. and then they shoot you with it. Oh, so well, the that death seems don't happen. bad. That's Yeah. a slow death. Yeah, yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh no. Il y a aussi le rappeur Kid Frost, signé sur le label de Eazy-E, qui s'est aussi exprimé sur ça, en expliquant selon lui comment se serait passée l'injection. I'm gonna tell you what happened with Eazy getting AIDS, and I believe this to this day. They gave him tainted needles with acupuncture needles that tainted him, and gave it to him because he got hurt in Honda Valley on quad runners. Someone, I won't say the name, but people know the name. Another person in rap, if you know your history of rap, calls him a devil. So, but I think that they really had a stronghold of giving him tainted needles with the AIDS virus in them through acupuncture. Because how else could somebody die that fast of AIDS? Have you even heard of somebody dying in 2 weeks of AIDS, bro? Come on, man, this is unheard of, bro. Qu'on y croit ou pas, ça reste une affaire assez chelou et on n'aura probablement jamais d'autre réponse que celle qui est officielle. Britney Spears aurait été utilisée comme outil de distraction médiatique pour détourner l'attention du public des scandales politiques aux États-Unis, notamment sous la présidence de George W. Bush entre 2001 et 2009. L'idée, c'est que à chacun des gros scandales qui ont éclaté autour du gouvernement, Britney faisait la une des journaux avec un événement choquant dans la même période. Comme toutes les autres théories, ça paraît bien évidemment tiré par les cheveux. En effet, il y a quelques dates qui coïncident, on te laisse faire ton propre avis. Le Patriot Act. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement Bush renforce le USA Patriot Act fin octobre. Une loi très controversée qui limite les libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme. Quelques jours plus tard, début novembre, c'est la sortie de l'album Britney. Le Nigergate et les fausses preuves pour la guerre en Irak. En juillet 2003, c'est le scandale du Nigergate. En gros, des documents falsifiés ont servi à justifier l'invasion de l'Irak par les USA quelques mois plus tôt. En août, Britney et Madonna font une performance qui fait parler tous les médias lors des MTV VMA, notamment à cause d'un baiser entre les deux stars. Les abus d'Abu Ghraib.
En avril 2004, c'est le scandale d'Abu Ghraib qui éclate aux États-Unis. Des photos révélant des tortures par des soldats américains dans la prison d'Abu Ghraib en Irak sont publiées. Dessus, on voit les soldats tout sourire avec des prisonniers torturés. Évidemment, ces révélations ont provoqué un scandale international et ont terni l'image des USA. En janvier 2004, Britney Spears fait un mariage éclair avec Jason Alexander qui est annulé après 55 heures. Ensuite, elle se marie avec Kevin Federline le 18 septembre 2004. Ces événements personnels ont été largement couverts par les tabloïds, alimentant les unes pendant des mois. Bref, prochain scandale. Réponse désastreuse à l'ouragan Katrina. L'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005. La gestion est chaotique par le gouvernement et la FEMA, l'agence fédérale de gestion des urgences, parce que le directeur Michael Brown démissionne parce que son CV était falsifié. 2 semaines plus tard, le 14 septembre, Britney Spears accouche de son premier fils et fait la une. Écoute illégale de la NSA. En décembre 2005, le New York Times révèle que la NSA, sous Bush, espionnait des communications sans mandat judiciaire, via le programme de surveillance des terroristes. Ce scandale s'amplifie début 2006. En février 2006, des photos montrent Britney Spears en train de conduire avec son enfant sur ses genoux. Encore une fois, elle fait la une des médias. Affaire Mark Foley et corruption républicaine. En octobre 2006, le scandale Mark Foley éclate. C'est un membre républicain du Congrès et il est accusé d'avoir envoyé des messages sexuels à des mineurs, ce qui a fragilisé le parti de Bush avant les élections de mi-mandat. En novembre 2006, Britney divorce avec Kevin Federline, ce qui est suivi par de grosses sorties médiatisées, comme quand elle sort sans sous-vêtements ou encore avec le crâne rasé, ce qui a encore alimenté la une des journaux fin 2006, début 2007. Bon, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? C'est assez clair, je pense que tout est lié. Non, sérieusement, c'est juste des coïncidences. Les dates correspondent même pas vraiment, c'est juste que Britney Spears était l'une, si ce n'est la plus grosse pop star de l'époque, au moment où les paparazzis abusaient de fou. Donc il y avait beaucoup de drama autour d'elle, et donc forcément, certains coïncidaient avec les scandales du gouvernement. Et surtout, si elle faisait la une devant ces autres phénomènes, c'est simplement que ça générait plus de ventes. On espère que vous avez aimé cette vidéo plus légère que d'habitude. Voilà, nous on trouvait le sujet intéressant, voir à quel point les gens sont capables d'inventer des histoires à partir de que dalle, et que d'autres sont prêts à y croire tant le mystère il est grand. Bon, tu peux t'abonner si t'as kiffé la vidéo et tu kiffes la chaîne. Merci encore à ceux qui le feront, et surtout on n'oublie pas, Restez scriptés les refs.